Monsieur le Premier Président, après y avoir mûrement réfléchi, j'ai décidé de me démettre de mes fonctions de président de la République. C'est pourquoi j'ai l'honneur, Monsieur le Premier Président, de remettre ma démission entre vos mains. Le 31 décembre 1980, l'ex-camarade de classe de Georges Pompidou, M. Léopold Sédar Senghor, démissionnait de son poste de président de la République du Sénégal et passait le pouvoir à son premier ministre, Abdou Diouf. M. Senghor est incontestablement un personnage incontournable de l'histoire postcoloniale africaine. Soldat pendant la Seconde Guerre mondiale, premier président du Sénégal indépendant et premier Africain à être élu à l'Académie française. Auteur de plusieurs livres, figure du concept de négritude, Senghor est vraiment un homme aux multiples facettes. Mais au-delà de ses titres et de ses honneurs, qui était vraiment Léopold Sédar Senghor? Quel était son véritable rapport avec la puissance coloniale et surtout, quel type de leader a-t-il été pour ce pays magnifique qu'est le Sénégal? Préparez-vous à être surpris et à en apprendre davantage. Je vous prie de rester scotché jusqu'à la fin. Toute l'histoire sans filtre de Léopold Sédar Senghor, c'est maintenant. Monsieur Senghor voit le jour le 9 octobre 1906 à Joal, une petite ville côtière au sud de Mbour, au Sénégal. Son père, Basile Diogoy Senghor, est un commerçant déjà converti au catholicisme, tandis que sa mère, Nyela Ndiémé Bakoum, appartient à l'ethnie Sérère et à la lignée Tabor. Elle est la troisième épouse de Basile et meurt en 1948. Léopold passe ses premières années chez sa famille maternelle avant de retourner vivre avec son père. Il fréquente ensuite la maison catholique de Joal où il apprend le catéchisme et les notions élémentaires de la langue française. Mais le jeune Sédar est un jeune qui vagabonde parfois. Son père, alors pour le recadrer, décide de l'envoyer à l'école des Blancs. J'étais très turbulent et j'étais tout le temps au champ avec les bergers, avec mon oncle maternel qui était paysan. Et mon père trouvait que j'avais des goûts trop roturiers et qu'il fallait quand même me civiliser un peu. Mon père voulait m'envoyer à l'école beaucoup plus tard, comme c'était la coutume alors. Et à cause de ma nature turbulente, on m'envoya à l'école à l'âge de 7 ans à Joal et on me confia au curé de Joal, le père Dubois, qui était un Normand. Et naturellement, j'ai été dépaysé peu à peu, je m'y suis fait, j'ai appris le catéchisme, j'ai commencé par apprendre quelques mots de français comme chocolat, confiture. J'avais un ami qui s'appelait René, je me le rappelle, qui était le fils du commissaire, qui était blond avec des yeux bleus et ça me fascinait beaucoup. Le jeune Sédar commence alors ses études chez les pères spiritains à Ngazobil pendant 6 ans, puis continue à Dakar au collège séminaire François Lieberman, aujourd'hui lycée Lamine Gueye. Passionné de littérature française, il reçut brillamment le baccalauréat notamment grâce au français et au latin. Ses excellents résultats incitent le directeur et les professeurs de lycée à le recommander pour poursuivre ses études en France. À 22 ans, avec une demi-bourse de l'administration coloniale, Senghor quitte le Sénégal pour la première fois. Il fait partie de la minorité d'élèves noirs formés pour constituer l'élite des colonies. En réalité, il s'agit d'une élite sur laquelle l'administration coloniale compte s'appuyer pour maintenir l'ordre en cas de soulèvement. Le futur homme de lettres arrive alors à Paris en 1928. Grâce à l'aide du député du Sénégal Blaise Ndiaye, premier député d'origine africaine à siéger au Parlement français, le jeune Senghor obtient une place en classe préparatoire littéraire au lycée Louis le Grand, où il se lie d'amitié avec des personnages très importants comme Aimé Césaire et Georges Pompidou, futur président de la République française. Des quantités de noirs dans les classes des Français. Alors ils ont dû beaucoup se parler, je crois. Ils avaient en commun un goût de la poésie. Et mon mari lui avait appris à lire les poèmes de Mallarmé, de Baudelaire, avec un certain ton, une sorte de ton monocorde qu'il ne connaissait pas. Par la suite, il fréquente la faculté des lettres de l'Université de Paris et y obtient en 1931 une licence de lettres. En 1933, grâce encore à Blaise Ndiaye, il obtient la citoyenneté française. Il tente une première fois le concours d'agrégation de grammaire et ne réussit pas.
En 1935, pour sa deuxième tentative, il réussit le concours et devient premier africain lauréat de l'agrégation de grammaire et exerce comme professeur de lettres classiques. Il commence sa carrière de professeur de lettres classiques au lycée Descartes à Tours, puis est muté en octobre 1938 au lycée Marcellin Berthelot de Saint-Maur-des-Fossés dans la région parisienne. La première fois que je l'ai vu, je me rappelle, j'étais devant cette classe et le matin à 8h, on s'est mis en rang devant la classe. J'étais dans les derniers et le professeur, pour nous accueillir, est sorti de la classe et quand on l'a vu, la couleur nous a surpris. La première fois qu'on avait un professeur coloré. Et j'avoue que ça a été un souvenir. Il y a des multitudes de souvenirs, mais en particulier, je me souviens d'avoir été très marqué par M. Senghor lorsqu'il nous a fait rentrer dans la salle, qu'il nous a installés et qu'il a commencé à parler et qu'on a vu l'intérieur de ses mains roses. C'est un souvenir qui m'était resté. Autrement, je garde le souvenir d'un homme extrêmement gentil, très agréable et qui nous impressionnait beaucoup. Était-il bien mis? Ah oui, oui, absolument. Toujours impeccable, très élégant et par contraste toujours des chemises d'un blanc et d'une cravate. Ce sont des souvenirs qui restent, une cravate très colorée sur une chemise très blanche et c'est vraiment la transition des couleurs était étonnante. Était-il sévère? Il n'était pas sévère, il n'avait d'ailleurs pas d'occasion d'être sévère parce que il faut bien reconnaître que, peut-être d'ailleurs en raison de ce qu'il s'agissait d'un homme de couleur, nous étions très attentifs à ce qu'il disait et nous n'avions pas la moindre envie d'émettre le moindre bruit et de faire le moindre chahut. Ceci étant dit, j'en conserve un souvenir extraordinaire. C'était un homme timide et je me suis toujours demandé, très effacé, si tout à fait au début, quand il commençait un cours, il n'était pas presque aussi ému que certains de ses élèves. Alors que les idées d'émancipation, lancées notamment par le panafricaniste Marcus Garvey, se propagent en Afrique de l'Ouest, Senghor de son côté affirme chaque jour son admiration pour la France et son amour pour la littérature française. Et il publie ses premiers poèmes dans le magazine littéraire Cahiers du Sud. Les élites françaises voient alors en lui le reflet de leurs propres fantasmes coloniaux. Un colonisé, amoureux et admiratif de la France. En septembre 1937, invité par les autorités coloniales à prononcer 2 discours, un à Dakar, un à Paris, il éblouit son auditoire. Quelques jours plus tard, le 4 octobre, le quotidien d'extrême droite, l'Action française, lui consacre un article dans lequel on peut lire « Senghor est le type de ces élites indigènes dont la France a le droit d'être fière ». En 1939, pendant la Seconde Guerre mondiale, il est incorporé dans un régiment d'infanterie coloniale. En 1940, il est capturé et fait prisonnier par des Allemands. Il est transféré de camp en camp en France pendant plusieurs mois. C'était en 1942. Un jour, à l'heure du déjeuner, alors que nous étions à table, mon mari et moi, on a sonné à la porte et je suis allé ouvrir. Et je me suis trouvé face à face avec un officier allemand. J'ai eu extrêmement peur parce qu'à ce moment-là, nous abritions quelqu'un dans les chambres de personnel en haut de la maison. Et donc, j'ai pensé que, automatiquement, ça devait être pour cette raison qu'un officier allemand sonnait à la porte. Et il a demandé à entrer. Je l'ai donc fait entrer, puis dans le couloir, je suis allé chercher mon mari, qui est arrivé, qui a aussi été très interloqué, puisque je n'avais pas eu le temps de le prévenir. C'était un petit appartement, on voyait tout à travers les portes vitrées. Et à ce moment-là, il nous a serré la main et il a sorti de ses bottes une barre de chocolat et le manuscrit d'Hostie Noire. Et il nous a donné des nouvelles de notre ami Senghor. Pour des raisons de santé, il est libéré début 1942 et reprend sa carrière d'enseignant tout en participant à la résistance. À cette époque, il affiche une grande admiration pour le général Charles de Gaulle. À cette époque-là, nous nous sommes beaucoup vus. On jouait au bridge, vous savez, c'était la guerre, il n'y avait pas beaucoup de distractions. On ne sortait pas, on n'allait pas au cinéma, ni tout ça. Alors on se réunissait pour jouer au bridge, soit chez moi, soit chez nous, soit chez lui. Et on faisait des parties interminables, où il avait l'habitude de dire, quand il faisait ses 400 atouts, il disait « Vive les jambes de mon grand-père », et ça voulait dire, en langage codé, « Vive le général de Gaulle ». C'est assez drôle, c'est une anecdote, mais il doit se la rappeler très très bien. Fin 1944,
le poète français d'origine sénégalaise, commence à s'intéresser à la politique coloniale de la France en Afrique. En janvier 1945, il publie ses premières propositions de réforme des colonisés, dans lesquelles il dit clairement « Les colonisés doivent s'assimiler l'esprit de la civilisation française ». Pour ses propos, il devient la cible de quelques étudiants africains établis à Paris, comme le Sénégalais Abdoulaye Ly et le Dahoméen Louis Béhanzin, qui critiquent son assimilation et sa docilité. En 1945, au lendemain de la Deuxième Guerre, Lamine Gueye, la figure politique principale du pays, lui propose de se présenter aux élections législatives que la France vient d'autoriser dans les colonies. Aux élections du 21 octobre 1945, Senghor se porte candidat pour la colonie Sénégal-Mauritanie. Il est élu et en janvier 1946, il s'installe à l'Assemblée française. Il intègre le parti SFIO, section française de l'Internationale ouvrière. Il est en total désaccord avec d'autres élus africains qui pensent que les colonies doivent obtenir leur indépendance. L'homme de lettres, fidèle à la position de son parti, milite pour une union française. Un an plus tard, en 1946, Félix Houphouët-Boigny, le député de la Côte d'Ivoire, fait appel aux élus et intellectuels africains pour créer un grand mouvement politique africain capable de contrer les offensives conservatrices du lobby colonial. Le 28 septembre 1946, plusieurs députés africains dont Senghor signent un manifeste convoquant les parlementaires des territoires africains sous administration française à un congrès au mois d'octobre à Bamako. Bien que signataires du manifeste, Léopold Sédar Senghor, Lamine Gueye, Yassine Diallo et Fili Dabo Sissoko décident de boycotter le congrès de Bamako. Selon l'historien Pierre Kipré, Senghor et ses camarades auraient reçu des chèques du ministre de la France d'Outre-mer, Marius Moutet, pour se désolidariser de ce mouvement anticolonialiste. 2 ans plus tard, en 1948, il fonde avec Mamadou Dia le Bloc démocratique sénégalais. Il se rapproche de Louis Paul Adjoula, député du Cameroun et farouche adversaire de l'indépendance des colonies. Les deux hommes forment un nouveau groupe parlementaire, les indépendants d'Outre-mer. Fort d'une dizaine de députés et du soutien financier des administrations coloniales, il entre directement en concurrence avec le RDA de Félix Houphouët-Boigny, pourtant anticolonialiste à ce moment. En 1951, il est réélu député. Protégé des colons, il enchaîne alors les fonctions. Il est secrétaire d'État à la présidence du Conseil dans le gouvernement Edgar Faure du 1er mars 1955 au 1er février 1956. Il devient maire de Thiès au Sénégal en novembre 1956. Il est aussi membre de la commission chargée d'élaborer la constitution de la 5e République. Conseiller général du Sénégal, membre du Grand Conseil de l'Afrique occidentale française et membre de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Et en 1959, il est nommé ministre conseiller du gouvernement Michel Debré. En cette année de 1959, Senghor, qui ne désire pas voir une balkanisation de l'Afrique de l'Ouest en petite entité, est confronté à Félix Houphouët-Boigny qui est favorable à l'idée de balkanisation. Malgré cette différence, les deux hommes au service de la France ne parlent pas d'indépendance mais d'autonomie interne. Au milieu de cette confrontation idéologique, on trouve le panafricain malien Modibo Keïta qui, comme Léopold Sédar Senghor, est opposé à la balkanisation. Senghor et Modibo forment avec le Dahomey et la Haute-Volta la Fédération du Mali. Le Dahomey et la Haute-Volta, influencés par la Côte d'Ivoire, quittent la Fédération. Le 9 avril 1960, la Fédération du Mali, constituée du Mali et du Sénégal, proclame son indépendance. Mais très vite, les idées panafricaines de Modibo Keïta deviennent un problème pour la France. En effet, sur la question algérienne, Modibo se prononce pour une indépendance de l'Algérie. Il critique l'administration coloniale française en Afrique et parle même de monnaie unique pour toute l'Afrique de l'Ouest. Senghor, lié d'amitié avec de nombreux gaullistes, se laisse influencer par ces derniers et la fédération éclate. Le Sénégal se retire et proclame son indépendance le 20 août 1960. Et à l'unanimité, le 5 septembre 1960, M. Senghor est désigné président de la République du Sénégal. Au sommet de cette jeune république parlementaire bicéphale, le président du Conseil, Mamadou Dia, est chargé de la mise en place du plan de développement à long terme du Sénégal, tandis que le président de la République, M. Léopold Sédar Senghor, est chargé des relations internationales. Avec Senghor à la tête de la nation, le Sénégal devient le joyau de l'empire colonial français. Sa docilité, son amour pour la France et son admiration pour le général de Gaulle vont être au service du néocolonialisme français. En 1960, le Sénégal de Senghor sert de base pour déstabiliser la Guinée de Sékou Touré. En effet, Jacques Foccart, proche du président sénégalais, recrute des hommes au Sénégal, les entraîne, les arme et leur donne la mission d'éliminer le leader guinéen.
Après l'échec de cette mission, c'est encore au Sénégal que les faux billets de l'opération Persil sont imprimés pour couler l'économie guinéenne. Cette opération est une réussite. La Guinée coule à cause des opérations menées depuis le Sénégal voisin. La dernière fois, nous savons qu'il y avait notamment l'Allemagne fédérale, le Portugal, la France, deux pays africains, pour ne pas les citer. Les complots que nous avons connus ont été fomentés grâce à l'appui des puissances impérialistes, mais avec la complicité des nôtres. C'est ce qui me fait souvent dire, et tel que dans le discours du 1er mai dernier, et les véritables ennemis de l'Afrique sont des Africains inconscients. Car si tous les Africains exprimaient la même volonté d'être, la même volonté d'authenticité et de dignité, eh bien l'impérialisme ne pourrait pas du tout réaliser son dessein, à savoir dominer le continent africain. Alors que certains leaders comme Modibo Keïta, Sékou Touré, Kwame Nkrumah dénoncent le cas du Congo et soutiennent Patrice Lumumba, l'homme de l'air de son côté renforce des relations diplomatiques avec les anciennes puissances coloniales comme la Belgique et l'Allemagne. Appelé à se prononcer sur la guerre de l'Algérie à l'ONU, il prend la position française. Et sous ordre de la France, il interdit le port de Dakar et les frontières sénégalaises au Mali. En interne, Mamadou Dia, deuxième personnalité du pays et très aimé des Sénégalais, découvre une cargaison d'armes envoyées depuis la France pour armer l'opposition guinéenne et l'encourager à renverser Sékou Touré. Il critique ces manigances françaises et délivre même une plainte au nom du gouvernement sénégalais à la France. Les gaullistes le trouvent nuisible et le signalent à Senghor. En décembre 1962, Dia s'adresse au peuple et prononce un discours dans lequel il critique toutes les anciennes structures et systèmes hérités de l'ancienne puissance coloniale. Il fait surtout des critiques très pointues sur l'économie actuelle du pays et étale un plan économique qui permettrait au Sénégal d'être réellement souverain. Ces déclarations heurtent les intérêts français. Senghor demande alors à ses amis députés de déposer une motion de censure contre le gouvernement dirigé par Dia. La motion est votée le 17 décembre dans l'après-midi au domicile du président de l'Assemblée nationale, Lamine Gueye. Le président Senghor, sous l'accusation de tentative de coup d'État, fait arrêter dès le lendemain matin Mamadou Dia et 4 autres ministres, Valdiodio Ndiaye, Ibrahim Assar, Joseph Mbaye et Alioune Tall. Du 9 au 13 mai 1963, au cours d'un procès décidé d'avance, Dia est condamné à la peine de mort et les 4 autres ministres à 20 ans de prison. Ils sont incarcérés au centre spécial de détention de Kédougou. Après cet événement, le président Senghor s'attire la désaffection des étudiants sénégalais, de la diaspora africaine et sénégalaise en particulier. Au cours d'un discours à Paris, il est hué par une centaine d'étudiants africains. Je ne pouvais pas imaginer un seul instant qu'il puisse y avoir vraiment un contentieux quelconque entre lui et moi. D'autant que quand il y a eu également cette fameuse crise, où se plaignait d'un certain nombre de ministres, citer le ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Information de l'époque, un autre ministre, Joseph Mbaye, qui est le tonton, n'est-ce pas, d'un de vos collaborateurs. Yes, sir. J'ai échangé les ministres. J'ai dit, maintenant, je ne peux pas aller plus loin si tu veux. Je suis prêt à m'effacer, à faire campagne à travers le pays pour un régime présidentiel. Il m'a dit, pas question. 7-8 mois après, il me prête cette intention-là à moi de venir lui faire un coup d'État. Je n'ai pas compris ça. Il m'est arrivé, moi, d'enlever ma veste, en plein Paris, n'est-ce pas, prêt à me battre avec des étudiants, n'est-ce pas, qui s'acharnaient, n'est-ce pas, contre lui. Hein? Moi, vraiment, j'étais le talibé, plus qu'un disciple, ce qu'on appelle aujourd'hui, chez nous, un baïfal, c'est-à-dire un disciple inconditionnel de Senghor. Tellement j'étais subjugué
subjugué par le personnage. Au Gabon, en 1964, après le coup d'État qui renverse le francophile Léon Mba, c'est encore à partir du Sénégal de Senghor que la France envoie des soldats pour aller remettre M. Mba au pouvoir. En effet, alors que son voisin du Mali, Modibo Keïta, chasse les militaires français de son territoire, le Sénégal de Léopold Sédar Senghor devient l'une des plus grandes bases militaires françaises en Afrique. Après avoir écarté Dia de la scène politique, le poète instaure un régime présidentiel autoritaire dans le pays. Seul son parti, l'UPS, est autorisé. Ses relations avec la France et son régime présidentiel autoritaire dérangent. Le 22 mars 1967, alors qu'il est à la grande mosquée de Dakar, il est la cible d'une tentative d'assassinat. Le coupable, Mustapha Lo, est condamné à la peine de mort. Il est exécuté le 29 juin de la même année. Un supposé complice, Mustapha Dram, est condamné aux travaux forcés à perpétuité. Un an plus tard, en mai et juin 1968, les étudiants de l'université de Dakar se mettent en grève pour présenter leurs revendications. Senghor envoie rapidement des gendarmes occuper l'université et les établissements secondaires de Dakar. L'Union démocratique des étudiants sénégalais, UDS, appelle les syndicats à renverser le gouvernement. En coordination avec l'ambassadeur français, le président fait évacuer les lieux éducatifs. En réaction, l'Union nationale des travailleurs sénégalais UNTS lance un appel à la grève générale. Et M. Senghor de son côté déclare l'état d'urgence dans le pays, impose un couvre-feu et place les lieux stratégiques sous contrôle militaire. Pour mettre fin au mouvement, plusieurs mesures drastiques sont prises. Fermeture de l'université pour 2 ans, enrôlement forcé des étudiants sénégalais dans l'armée, expulsion des étudiants africains non sénégalais et des non-africains ayant participé à la révolte. Les professeurs ayant soutenu les étudiants sont révoqués. Sous prétexte d'avoir influencé la révolte, tous les ressortissants chinois, à l'exception de ceux travaillant dans la culture du riz, sont expulsés du pays. Cette crise, largement soutenue par la population, ébranle le régime de Senghor, le contraignant à accéder à certaines revendications comme la nomination d'un premier ministre et l'augmentation des salaires. Le 26 février 1970, il nomme Abdou Diouf premier ministre. Après 11 ans de détention déjà, le 27 mars 1974, il gracie Mamadou Dia et les anciens ministres co-accusés. Il est très compliqué de parler des réalisations de Léopold Sédar Senghor, car plusieurs historiens s'accordent pour dire que sous Senghor, le Sénégal était dirigé selon la volonté de la France, qui en retour construisait des infrastructures et réalisait à crédit les projets d'État. Il est notamment celui qui a signé tous les accords de coopération entre la France et le Sénégal. Ces fameux accords qui autorisent les bases militaires, l'utilisation du franc CFA, l'exploitation des ressources du pays par la France et aussi l'utilisation des manuels français dans l'éducation. En mai 1976, l'homme de lettres réinstaure le multipartisme dans le pays. Avant le terme de son 5e mandat, en décembre 1980, il démissionne de la présidence et en vertu de l'article 45 de la Constitution, le Premier ministre le remplace à la tête du pouvoir. Il se retire avec son épouse en Normandie en France et se concentre à l'écriture de ses œuvres littéraires. C'est en 1976 que le président Senghor a imaginé comment il devait me transmettre le pouvoir. Il a modifié l'article 35 de la Constitution qui disait qu'en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif du président de la République, le Premier ministre en fonction termine le mandat. Ça, c'est le premier acte. Le deuxième acte, c'est en 1977. Le président Senghor me demande de venir passer 3 jours de vacances avec lui en Normandie, avec mon épouse. C'était très agréable, nous avons joué au ping-pong, nous avons discuté. Puis un jour, après le déjeuner, je suis venu dans son bureau, il m'a dit, voilà, je compte me représenter en 1978. Si je suis élu, en novembre 1981, je démissionnerai. Plus tard, quelques mois après, il m'a dit, ah, finalement, j'ai réfléchi. Ça n'a pas de sens pour moi de partir en novembre 1981. Je partirai le 31 décembre 1980. Monsieur le Premier Président, après y avoir mûrement réfléchi, j'ai décidé de me démettre de mes fonctions de président de la République. C'est pourquoi j'ai l'honneur, Monsieur le Premier Président, de remettre ma démission entre vos mains.
Monsieur Léopold Sédar Senghor est souvent perçu comme un homme très cultivé et très intelligent. Cependant, beaucoup estiment qu'il n'était pas à la hauteur de la tâche de chef d'État. Étant fortement influencé et amoureux de la France, il le considère déconnecté des réalités de ses concitoyens et au service d'intérêts étrangers plutôt que de ceux de son propre peuple. Avec Félix Houphouët-Boigny, Senghor est souvent vu comme un pilier du système néocolonial français, aujourd'hui connu sous le nom de France-Afrique. Certains détracteurs du leader sénégalais allaient jusqu'à le qualifier de français à la peau noire. Il est encore aujourd'hui largement apprécié et reconnu à travers le monde pour ses œuvres littéraires et poétiques. Avec Aimé Césaire, il est cofondateur du concept de la négritude. Il est également l'un des pères fondateurs de la francophonie. Il a été décoré chevalier de l'ordre dans près de 10 pays et a reçu le titre de docteur honoris causa de 37 universités dans le monde, dont l'université Paris-Sorbonne et l'université Harvard. En tant qu'homme de lettres, il a remporté de nombreuses récompenses pour son travail. Nommé prince des poètes, il a été élu à l'Académie française le 2 juin 1983, occupant le 16e fauteuil, succédant ainsi au duc de Lévis-Mirepoix. Âgé de 95 ans, il meurt le 20 décembre 2001 en Normandie. Son corps repose aujourd'hui au cimetière catholique Bel-Air à Dakar. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Les compléments d'information sont les bienvenus. Merci d'avoir pris la peine de regarder la vidéo. Restez en bonne santé. Abonnez-vous s'il vous plaît, likez, partagez. Bon, c'était l'histoire de Léopold Sédar Senghor.